Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va faire ensemble mon flop de l'année 2024. Alors j'ai hésité pour cette vidéo à tourner tout d'abord mes meilleurs et ensuite mes flops, mais quand j'ai fait la liste de l'un et l'autre, disons que j'étais plus attirée par les flops, je sais pas pourquoi, ça amène plus à la discussion j'ai l'impression. Parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous disant un petit disclaimer, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un titre qu'il est foncièrement mauvais. La lecture, encore une fois, c'est tout à fait subjectif, donc vous allez, j'en suis sûre et certaine, trouver dans cette liste des livres qui ont peut-être été vos coups de cœur, j'en suis certaine, mais il ne faudra pas vous offusquer si je dis que je ne l'aime pas pour telle ou telle raison. Vraiment, c'est que mon appréciation personnelle et je ne suis pas dans une critique pour vous par rapport à vos goûts de lecture. Aucun livre n'est foncièrement mauvais, c'est juste qu'il a son public à trouver et parfois ce n'est pas moi dans ce public, tout simplement. Un livre, on l'apprécie plus ou moins de la même manière en fonction de son expérience de lecture, de ce qu'on a lu avant. Si vous lisez un big coup de cœur juste avant et que vous tombez sur une lecture ensuite qui est plus ou moins passable, bah vous allez être peut-être un petit peu plus exigeante ou tout simplement vous avez une journée un petit peu exténuante au boulot et vous rentrez, vous êtes crevé et vous l'appréciez plus ou moins bien parce que vous n'êtes pas dans le mental pour l'apprécier. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte dans son appréciation pour un livre. Donc encore une fois, ne me tombez pas dessus dans les commentaires s'il vous plaît. Ne décrédibilisez pas non plus l'avis de quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas comme le vôtre. Il y a des choses bien plus graves dans la vie que de ne pas aimer un livre. Surtout que je pense que vous me connaissez depuis le temps, si vous me suivez depuis quelques mois déjà. Je ne vais pas être méchante avec ces livres-là, je pense être quelqu'un de suffisamment bienveillante, j'ai l'impression. Je vais pouvoir critiquer des livres un peu de la sphère anglophone de manière un petit peu plus humoristique, parce que je sais qu'ils ne vont jamais tomber sur mon petit compte français, mais encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour le travail des auteurs, même si ce sont des livres que je n'aime pas. J'ai beaucoup de respect pour arriver à pondre une chose sortie tout droit de son imagination. Ne vous offusquez pas, donc si je n'ai pas aimé un livre, ça arrive. C'est ça qui fait la beauté de la littérature. Ça serait extrêmement triste si on avait tous les mêmes goûts et qu'on lisait tout le temps la même chose. Dans cette liste, je n'ai pas forcément choisi de les classer en fonction de moins pire à ma pire lecture de 2024. On est vraiment sur quelque chose que j'ai pris comme ça, à l'arrache. En fait, je suis allée dans mon petit fichier Excel de lecture que je remplis tout au long de l'année. J'ai récupéré ceux qui étaient sur 1 voire 2 étoiles. Par rapport au DNF, soit les do not finish, donc ça équivaut aux abandons, j'ai choisi de prendre ceux pour lesquels j'avais vraiment persévéré, parce qu'il y en a certains, j'ai lu même pas la moitié, j'ai lu même pas 100 pages et je suis passée à autre chose. Il y en a certains, j'ai vraiment voulu persévérer jusqu'au bout pour pouvoir essayer d'aimer le livre. Voilà, j'ai vraiment cru pour certains que j'allais apprécier ce livre-là, ça ne l'a pas fait. Donc voilà un petit peu mon raisonnement dans le fait où j'ai sélectionné certains titres plutôt que d'autres. Il y en a certains aussi titres qui étaient notés 1 voire 2 étoiles dans mon tableau, mais en vrai je m'en souvenais plus du tout. Donc je me suis dit, vous parlez d'un flop dans le sens où je me souviens plus du tout de ma lecture. Alors oui, exactement, ça reste un flop, mais ça reste pas un flop marquant parce que je me souviens plus de ma lecture. Sur ce, on va commencer ce petit flop de l'année 2024. C'est 10 livres qui sont considérés comme étant des flops selon moi. Je prends tout d'abord les abandons. Le premier, il s'agit avec beaucoup de regrets, vraiment, et je ne dénigre encore une fois pas le travail de cette autrice. Il s'agit de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Ce livre, j'ai vraiment voulu l'aimer, je vous mens pas. Ça a été un livre où je mettais pas forcément beaucoup d'attentes, mais j'avais envie de soutenir en fait Sarah Abbasi parce que c'est une créatrice de contenu littéraire à la base que je suis sur les réseaux. J'aime bien un petit peu sa vibes et j'aime bien un petit peu son univers, donc j'avais envie de découvrir ce livre-là, j'avais envie d'apprécier son univers, la manière dont elle avait construit en plus de ça ce world building très riche autour de la musique, parce qu'on va avoir des continents qui correspondent à une note et qui correspondent donc aussi à un dieu. Là, on va être sur le continent de Solaria, je crois, quelque chose comme ça, ou Solvara. Bref, c'est le dieu Sol, dieu du destin, et il va avoir ces tisseuses de mélodies qui sont capables de voir l'avenir au travers d'une mélodie qui leur est fournie par le dieu Sol lui-même. Et normalement, une tisseuse de mélodie ne doit pas croiser le regard de quelqu'un au risque de bouleverser l'entièreté de son destin, chose qu'elle va faire avec un jeune violoniste. Et là, elle va avoir une vision d'elle-même tuant le roi
du continent. Donc forcément, ça va commencer à poser problème. Le pitch me plaisait bien, l'univers me plaisait bien, mais alors je n'ai pas du tout accroché au style d'écriture. Je l'ai trouvé trop lourd, trop dense, complexe pour pas grand chose, avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de description. En vrai, je suis pas contre tout ce qui est contemplatif à la base, mais là je l'ai trouvé beaucoup trop lourd le texte. On m'a dit que si vous avez aimé La passeuse de mots, vous apprécierez d'autant plus ce livre-là. Moi je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous faire la comparaison, mais c'est vraiment ce qui en est ressorti finalement de ce livre-là. C'est si vous avez pas aimé le style de La passeuse de mots, vous n'aimerez pas La tisseuse de mélodie, mais inversement, si vous avez aimé l'un ou l'autre, vous aimerez. Bref, vous avez compris le principe. Donc vraiment, je voulais beaucoup aimer ce livre, je voulais découvrir son univers à l'autrice, mais ça l'a pas du tout fait avec moi, donc je l'ai abandonné, je crois, à la moitié. J'ai eu extrêmement du mal à m'attacher au personnage, j'ai eu du mal à me retrouver prise dans les événements, le dynamisme pour moi n'était pas suffisamment là, mais par contre je reconnais tout à fait le travail de l'autrice au travers de l'univers, de la qualité d'écriture qu'elle a voulu mettre, mais c'était un petit peu trop pour moi, j'aime les choses peut-être un petit peu plus simples en style d'écriture. Le second livre de ce flop, là aussi je m'attendais à énormément l'aimer, d'autant plus qu'il a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais là je suis complètement à contre-courant. Il s'agit de The Foxglove King de Hannah Whitten. Il s'agit d'un livre de fantasy adulte à la base, mais j'ai trouvé que, ok, l'univers était richement construit, bien développé, il y avait de la recherche, il y avait une volonté de créer un univers vraiment sympa, mais par contre les personnages font tellement young adulte adolescent que moi j'ai trouvé cette différence beaucoup trop marquée et des incohérences qui pour moi ont été rédhibitoires sur cette lecture et je n'ai pas du tout accroché. Nous sommes donc dans un univers où il y a des nécromanciens, une déesse un petit peu punie en fait qui déverse son mal. Je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants. De ce que je me souviens en fait, on va être surtout avec une fille qui est en réalité une sorte de nécromancienne. Elle cache son pouvoir, mais elle est connue pour, dans les bas-fonds, être celle qui s'infiltre pour avoir des informations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu celle qui va jouer l'espionne pour le compte de ses mères dans leur espèce de trafic un peu de stupéfiants. Et un jour, elle va se faire attraper, mais franchement connement, excusez-moi le mot, mais on est sur un personnage qui nous est présenté comme quelqu'un de hyper fin, hyper méticuleux, qui peut se mettre de partout pour espionner, qui s'incruste de partout. La fille, elle trébuche par 2 fois et se fait attrapé par 2 fois. Alors c'est pas le truc de trébucher, hein, c'est que le personnage n'allait pas avec ce qu'on nous avait présenté. Donc cette jeune demoiselle se fait attraper et ensuite elle va devoir, pour le compte du roi, espionner le prince en compagnie d'un espèce de prêtre guerrier. Elle doit faire donc son entrée à la cour en se présentant comme une cousine, donc en soi une noble. Qu'est-ce qui se passe quand elle se fait présenter au prince? Elle trébuche à nouveau, elle fait des gourdes, elle ne sait plus parler et je suis en mode, les gars, si on nous a présenté cette fille-là comme étant quelqu'un quand même qui arrive à se fondre dans la masse assez facilement pour récupérer des informations, si le roi lui-même lui pose cet ultimatum en mode tu vas choper des informations sur mon fils, tu vas te rapprocher de lui pour voir si c'est un traître, sinon je t'envoie dans les catacombes ou je ne sais pas où, c'est qu'un minimum, il est doué, non? Je sais pas. Donc bon, il y a eu cette différence-là, et ça a été tout du long, plus on avançait dans les récits, plus je trouvais qu'elle n'était pas du tout crédible dans le rôle qu'on lui avait posé de base, et du coup ça m'a saoulée, donc je suis passée à autre chose avec cette lecture, j'y suis pas allée jusqu'au bout. Un autre abandon dont je vais vous parler dans ma prochaine vidéo update lecture, là aussi je mettais pas forcément beaucoup d'attentes, mais je pensais franchement aimer. Il s'agit du Faucheur de sorcières de Charissa Weeks. Alors, je pensais l'aimer, effectivement, c'est une romantécie avec des sorcières dans un univers assez polaire, voilà, quelque chose qui est très froid. Et je m'étais dit, bon, d'accord, un faucheur de sorcières, une sorcière, un enemies to lovers, ça peut forcément matcher. Mais alors, pas du tout, j'ai abandonné à 80%, je crois, j'étais vraiment à la fin, on était en lecture commune et je me suis arrêtée à 2 ou 1 jour de la fin de la lecture commune, mais ça l'a carrément pas fait pour moi. Pourtant, là aussi, on est avec un univers qui, à mon avis, est extrêmement bien construit, mais on avait franchement un problème de rythme, selon moi, dans ce livre-là. Du moins, encore une fois, par rapport à ce que j'aime, s'il vous plaît, référez-vous au disclaimer du début de la vidéo. Je trouve qu'on s'attardait sur des choses plutôt futiles et sur une aventure très lente dans le voyage de nos protagonistes, au lieu de se centrer sur des événements d'intrigue, de dynamisme qui auraient pu vraiment étayer un petit peu le récit et nous donner une bouffée d'air frais en fait pour se donner ce côté addictif que moi je n'ai pas ressenti. Pour vous parler un petit peu du résumé, nous sommes avec un royaume
où toutes les années, il y a le faucheur de sorcières qui vient dans chaque village, il me semble, pour récupérer une sorcière et l'emmener auprès du roi pour faire partie de sa garde royale. Il y a quelques années, c'est la sœur de Rhaena qui a été choisie et depuis ce jour-là, et bien du coup, notre protagoniste principale, Rhaena, donc, veut se venger du faucheur de sorcières en le tuant. Rhaena, en plus de ça, elle n'a pas de magie, c'est une sorcière assez médiocre à la base, sauf que le jour où le faucheur de sorcières arrive dans son village, il y a le royaume voisin aussi qui vient attaquer et qui massacre littéralement tout le monde. C'est la seule ou une des seules survivantes, je ne me souviens plus, dans tous les cas, elle part avec le faucheur de sorcières pour retrouver le roi. Ma foi, ce voyage a été extrêmement long et épuisant pour ma part. Je pensais qu'ils étaient partis sur 2 mois et au final, on m'a dit non, ils sont partis que 2 semaines. Donc pour vous dire un petit peu le fait que je l'ai un petit peu subi ce voyage. Et le problème de rythme, il est là en fait. L'intrigue de base me semble tout à fait intéressante. Le world building semble aussi très intéressant avec ses conflits de territoire, ses dieux, ses rois aussi qui correspondent certains à des éléments. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais alors j'ai pas compris ce que venait foutre cette histoire-là. Ce voyage extrêmement long qui aurait pu, je pense, être écourté, d'autant plus qu'il y a parfois des péripéties qui arrivent au cours de ce voyage et qui bouleversent notre protagoniste. Mais alors pourquoi tu passes, on va dire, en arrondissant une page recto verso sur cet événement-là et qu'après tu te retrouves avec 10 chapitres de voyage où les deux se rapprochent, apprennent à se connaître, etc. Mais vraiment, ça a été très compliqué pour moi dans le terme de rythme. Je me suis ennuyée tout du long et au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est bon, stop, j'arrête, va pas perdre ton temps, t'as envie d'aller sur une autre lecture, donc vas-y. Donc je me suis arrêtée, voilà, à peu près 80%, j'étais pratiquement à la fin. Mais clairement, le seul point positif, je dirais franchement que c'est le personnage masculin qui a été assez intéressant dans son développement, mais c'est tout. Et là, on arrive probablement à la fin d'une amitié. Je ne l'ai pas encore vu, je lui annoncerai tout à l'heure. J'ai abandonné un livre qui a été très apprécié par beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas aimé et j'ai abandonné un livre d'une autrice que j'affectionne particulièrement en tant que personne déjà. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. C'est une autrice qui, pour moi, est très talentueuse en termes de world building, dans ses écrits, etc. C'est juste le style du roman qui ne me correspondait pas finalement. Il s'agit de Divine Darkness de Anatrice qui rentre dans mon flop de 2024 et ça me fait très mal au cœur de dire ça. Là aussi, je vous en parlerai dans mon prochain update lecture, mais ce livre-là n'a absolument pas fonctionné avec moi. Je pense que pour ceux qui ne sont pas très dérangés avec le smut, et je m'entends dans le ne pas trop déranger, je ne suis pas complètement réfractaire au smut, je ne suis pas complètement réfractaire à ces scènes, à cette ambiance, etc. Mais il faut pas que ça devienne trop. Et dans Divine Darkness, c'est trop. Donc déjà, si vous en avez marre de ce type de contenu, n'allez surtout pas sur ce livre-là, vous allez être franchement déçus. Par contre, je ne remets pas en doute le côté très développé du world building, des enjeux, etc. Parce que je suis sûre qu'Anatrice va nous pondre encore quelque chose de merveilleux. Mais dans ce tome très introductif, en plus de ça, cette omniprésence des fesses, du cul. Alors on m'a dit, ouais, il n'y a pas vraiment de smut. Non, arrêtez de dire ça. Oui, encore une fois, il n'enfourne pas son pain. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tentative avortée, qu'il n'y a pas de préliminaire et qu'il n'y a pas autre chose. Il y a constamment cette ambiance-là dans ce premier tome qui, moi, m'a foncièrement dérangée. Et j'en suis arrivée à la fin du roman avec un espèce de monologue du dieu Night où j'ai dit non, j'ai fermé le bouquin, j'ai dit ça reste là. Je ne l'ai plus jamais ouvert. Je ne peux pas avec ce type de contenu-là qui vient, je trouve, au-dessus de la fantaisie, en fait, au-dessus de la romantésie. Pour moi, on est plus dans un livre érotique. Alors vous me direz, effectivement, c'est un petit peu la ligne éditoriale de Hugo romantésie. Surtout que sur la 4e de couverture, on avait 2 femmes pour nous mentionner un petit peu le côté spicy. J'aurais dû m'en douter, mais j'avais envie quand même de découvrir. Parce que comme je vous le disais, Anatrice, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc je voulais quand même tenter. Malheureusement, ce point-là, pour moi, a été assez rédhibitoire, malgré la qualité à côté de l'ouvrage. Je pense qu'il y en aurait beaucoup moins, j'aurais vraiment apprécié ma lecture, ça aurait pu être un coup de cœur, mais là, ça a été complètement rédhibitoire. Voilà, comme je vous dis, hein, ça a été vraiment une claque où j'ai dit non, je peux pas. On passe maintenant aux romans que j'ai terminés mais qui sont également des flops, à mon plus grand regret. Je vous cite dans cette liste-là La Cour des Ombres de C.N. Crawford. C'est les auteurs de la duologie Frost et Nectar et j'aurais dû me douter. Si je n'avais pas spécialement trop apprécié, on va dire, ma lecture de Frost et Nectar, que le style peut-être de La Cour des Ombres ne me plairait pas. Ça n'a pas loupé. Nous sommes avec une urban fantasy de 300 pages avec diverses créatures surnaturelles. Et
Et pour vous parler un petit peu plus du résumé, on est avec Ariana qui est une mi-fae, mi-humaine et c'est pas très bien vu, on va dire. Quand elle sort un jour de bar, elle croise la route des Chevaliers de l'Ombre. Soit elle décide de rentrer dans l'académie parce qu'apparemment elle a des compétences qui sont plutôt favorables à ça, soit elle meurt. Le choix est très vite fait, elle n'a pas envie de mourir donc elle va rejoindre l'académie. Par contre, l'une de ses anciennes connaissances lui pose en plus de ça une mission supplémentaire qu'elle ne pourra pas non plus refuser. Il s'agit de dérober la clé des mondes. C'est donc une mission périlleuse qui attend notre jeune héroïne, d'autant plus qu'elle va être dans le collimateur du spectre, donc il s'appelle Ruadan, je crois, je sais pas trop comment on le prononce. Bref, c'est un beau, magnifique brun ténébreux, hein, comme d'habitude, qui est un chevalier de l'ombre et qui a fait vœu de silence. Les conversations, en effet, ne sont pas très constructives avec lui. Ça a été un flop, pourquoi? Parce que j'aimais bien le côté décalé, en fait, dans Frost, mais là, on est rentré vraiment dans le côté cringe, et je trouvais pas forcément ça non plus très qualitatif selon moi, très développé. On prend le principe des incubes pour justifier un rapprochement entre les personnages, pour justifier encore une fois ce côté de smut qui moi me dérange en fait. Comme je vous le disais, je ne suis pas réfractaire totalement à ça du moment que c'est bien dosé, bien manié et que ça s'intègre finalement à l'histoire et qu'on met pas ça pour avoir des scènes de ce type et rentrer dans une catégorie qui se veut beaucoup plus érotique au détriment donc de la fantaisie. Ça encore une fois c'est un débat qu'on pourra avoir si vous voulez, mais je trouve que c'est une frontière qui est très mince, voire plutôt inexistante maintenant dans la romantasy, et ça me dérange du coup. Et La Cour des Ombres a aussi été, un petit peu comme Divine Darkness, l'image de ce que je reproche en ce moment à la romantasy en fait. Donc on est vraiment sur un univers qui n'est pas franchement développé, qui est très court, qui ok va être assez drôle et humoristique, mais qui n'a pour moi pas d'enjeu, pas vraiment d'intérêt au niveau des personnages et de leur évolution. On présente ça comme un enemies to lovers, mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on était sur un enemies tout court. Donc ouais, ce livre-là, ça a été bof, voilà, tout du long. Donc bon, j'ai décidé d'arrêter C.N. Crawford. Je ne vais pas poursuivre avec eux. Prochain livre, il s'agit d'une de mes dernières lectures de l'année 2024, Victime 55 de James Delargy. C'est la relique de ma palle et franchement, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé autant de temps. Les notes sur Livre Addict auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Je n'ai pas du tout aimé ce livre-là. Par rapport au disclaimer que je disais en début de vidéo, parfois on a des attentes sur un livre, des attentes qui nous plaisent vraiment et qui nous happent et qui nous donnent envie clairement de lire le livre et parfois ce n'est absolument pas ça. La réalité est tout autre et c'est un peu ce qui s'est passé avec Victime 55. On est ici dans une petite ville de l'Australie où il ne se passe jamais rien et un jour dans un commissariat va débouler un gars qui dit qu'il a échappé de peu à un tueur en série qui voulait faire de lui sa 55e victime. Quelques heures plus tard débarque un autre type tenant exactement le même discours et en fait l'un comme l'autre se renvoie la balle et moi je m'attendais vraiment à un thriller limite en huis clos où on va avoir des interrogatoires, des conversations, où on va se prendre au jeu de savoir, ou plutôt de ne pas savoir en fait qui dit la vérité, qui ment, qui est la victime, qui est le tueur en série. Je m'attendais vraiment à me torturer l'esprit avec ce livre-là, mais alors en fait pas du tout. J'étais bien loin de la réalité. J'ai deviné qui était le véritable coupable dès les premiers chapitres et c'est tellement gros que personne ne peut passer à côté de ça. Et on est plutôt sur un espèce de combat de coq entre deux flics parce que celui qui normalement doit prendre en charge l'affaire se fait détrôner par un peu comme le FBI en fait qui va reprendre l'affaire, mais les deux se connaissent dans la vraie vie, ils ont des antécédents, t'apprends des choses au niveau de leur vie privée, bref c'était un véritable combat de coq et je n'ai pas du tout apprécié ce livre-là. C'était pas ce à quoi je m'attendais et la fin, il n'y en a pas, c'est à vous de faire votre propre fin en fait par rapport aux dernières lignes du roman. Et ça m'énerve dans le roman déjà. C'est toi, tu m'apportes une conclusion, mais tu me laisses pas avec un vide complet sans savoir s'il y a un dénouement positif, un dénouement négatif. J'aime pas trop. Donc voilà, ce livre-là ne m'a pas du tout plu, je ne le garderai pas dans ma pile à lire. C'est pas du tout ce que j'ai aimé découvrir dans un roman de thriller, donc voilà, je passe à autre chose. Prochain roman, il s'agit de la première en plus parution d'une maison d'édition toute jeune, mais je redonnerai sa chance à la maison d'édition parce que je veux pas me fier qu'à un seul livre, mais celui-ci ne l'a pas du tout fait avec moi. Il s'agit d'un serment d'ombre et de glace de Jennifer Barker, je crois, de mémoire. On est sur une romantasy young adulte
clairement. Et là aussi, j'ai remarqué certaines dissonances entre les personnages, comment ils nous étaient présentés et leurs réactions, leur comportement en fait au sein même du roman. L'univers a l'air plutôt intéressant, mais c'est pas du tout ce qui va primer ici. On est avec une jeune reine qui se retrouve du coup sur le trône de ces quelques royaumes. Il y a d'ailleurs une rivalité qui va popper avec son frère, qui va revendiquer les 6 trônes sur 8 qu'elle a conquis, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est être une reine assez ouverte, bienveillante, mais à côté de ça, elle va mener la guerre à tout le monde. Si t'es pas d'accord avec elle, ça va pas trop bien le faire. Voilà un petit peu le personnage qui rentre déjà dans un premier temps en dissonance avec ce qui nous est présenté, et on rentre avec des monologues intenses, longs, qui se répètent au fur et à mesure des chapitres. Et là, encore une fois, c'est un style d'écriture, de narration que je n'apprécie pas forcément. On est à la première personne, mais c'est pas ça encore le problème. C'est juste qu'on va revenir tout le temps, nous rabâcher certains éléments au fur et à mesure du roman. Toujours la même chose, de manière très longue, répétitive, et c'est chiant. En fait, je vais pas vous mentir, moi je me suis ennuyée tout du long. Je suis arrivée au bout du roman pour me dire, est-ce qu'à un moment donné ça va vraiment se démarquer? Le plot twist est absolument prévisible, comme toutes les romantécies, en fait j'ai l'impression. On est sur un schéma narratif qui se répète et qui est commune à toutes les romantécies. Donc je vais pas juger là-dessus, c'est juste que je trouve qu'il y avait vraiment un problème dans la description, dans le rythme encore une fois. Parce qu'on pourrait avoir des éléments qui viennent bouleverser la chose, on pourrait avoir des péripéties, or on est concentré sur la romance. Donc on est avec cette jeune reine, comme je vous le dis, qui à un moment donné va devoir remplacer son garde parce que tout simplement il est mort. Donc c'est un jeune garde qui va prendre sa place un peu de conseiller, et ensemble ils vont partir dans un autre pays voisin pour discuter de traités de paix, etc. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais là aussi on est sur un rapprochement entre les deux protagonistes qui se fait très vite, mais c'est le côté tentative avortée de ces rapprochements qui moi m'a un peu saoulée. Une fois, ok, quand c'est répétitif et qu'il y a toujours quelque chose où ils se rapprochent mais finalement oh non je ne peux pas et ça se barre, c'est chiant au bout d'un moment. J'ai pas aimé non plus le fait que c'est quand même une reine. Ok. Tu m'expliques comment le conseiller peut lui parler aussi ouvertement, peut lui parler de manière aussi familière, lui faire des petites piques. Enfin, je veux dire, ça reste comme une reine qui a conquis 6 royaumes, qui fait la guerre, etc. Voilà un petit peu la dissonance où je trouve que c'est pas très crédible. Et tout ça mélangé fait que je n'ai pas du tout apprécié ce roman, donc je ne lirai pas la suite. On arrive donc sur le podium, mais encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de pire ou de pas pire, voilà. Mais c'est juste qu'on arrive aux 3 derniers livres de ce flop 2024. Et là, il s'agit d'une réécriture de conte de Peter Pan que je pensais apprécier et qui en soi est plutôt intéressante, mais qui n'est pas du tout là aussi ce à quoi je m'attendais. Il s'agit des Disparus du pays imaginaire de... je ne sais plus. Donc vous verrez sur la couverture, mais je ne sais plus qui c'est. Et je voudrais pas dire de bêtises, parce que j'ai un nom en tête, mais je suis plus sûre que ça soit ça. Le pitch avait l'air encore une fois intéressant, puisqu'on était avec Wendy, donc qui a disparu quand elle était beaucoup plus jeune, avec ses 2 frères. Et un jour, quelques semaines plus tard, 6 mois il me semble d'ailleurs, a réapparu au plein cœur de la forêt où elle a disparu, mais seule cette fois-ci, elle n'était plus avec ses 2 frères. Et elle n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé durant cette période-là. Elle arrive avec une perte de mémoire, et cette affaire est restée en quelque sorte une cold case. Bien des années après, quand elle tente un petit peu de se remettre en fait de cette perte tragique, eh bien il y a des enfants qui commencent à disparaître à nouveau. Et quand elle rentre chez elle dans son pick-up, sur la route, elle va voir à un moment donné une forme au beau milieu de la route, étendue. Quand elle va aller retrouver cette forme pour savoir déjà si elle a besoin d'aide, il s'avère que c'est un garçon, qu'elle le reconnaît vaguement, mais en tout cas lui la reconnaît. Il sait qu'elle s'appelle Wendy, il se présente sous le nom de Peter. Donc le pitch, voilà, avait l'air plutôt intéressant parce que je me suis dit où c'est qu'on va aller, etc. Mais on est vraiment sur, là aussi, le traitement, je trouve, de la dépression, d'un stress post-traumatique, de volonté de surmonter ces traumas. Donc quand on prend ce livre dans cet aspect-là, je l'ai trouvé très intéressant, mais pour le coup, moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu plus thriller horrifique, parce qu'on est aussi avec l'ombre de Peter Pan, donc qui s'est échappé et qui va essayer de faire du mal aux enfants, il va falloir la traquer. Et donc à ce niveau-là, je m'attendais à beaucoup plus de traque, beaucoup plus d'enquête, beaucoup plus de volonté de rentrer dans un côté peut-être horrifique, mais en tout cas de recherche et d'appréhender les événements. Sauf que rien de tout ça, on est vraiment sur une relation entre les 2 protagonistes, sur les traumatismes aussi de Wendy qui va se révéler de plus en plus prenant, qui va avoir un certain impact sur l'histoire. Et du côté de Peter Pan, je trouve que ce personnage-là était un petit peu aussi contradictoire en
fonction de ses intentions de base qui étaient de retrouver son ombre mais qui ne fait absolument rien du tout pour le retrouver et au contraire qui cherche plus à passer du temps avec Wendy et qui s'en fout en fait des enfants, qui s'en fout de l'enquête. Et voilà, j'ai trouvé une petite dissonance à ce niveau-là, je trouvais que c'était pas forcément en lien avec l'histoire de base, ce qui fait que je me suis là encore une fois assez ennuyée. Et je remarque d'ailleurs que l'ensemble de mes griefs, on va dire, contre ces livres-là, c'est que je me suis ennuyée dans chacun d'entre eux en fait. Pour qu'un livre me plaît, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin qu'il y ait du rythme, j'ai besoin qu'il y ait du dynamisme, qu'il y ait des actions, des péripéties, ou ce côté un petit peu addictif où j'ai envie de voir la suite. Et c'est ce qui m'a manqué dans l'intégralité de ces romans en fait. Je me suis ennuyée tout du long et ça vaut aussi pour Les Disparus du Pays Imaginaire. La conclusion m'a quand même un petit peu arraché ma petite larme à l'œil. J'ai bien aimé le dénouement, on va dire, de l'histoire, si on peut l'appeler ça comme ça. Mais vraiment, c'est pas une lecture qui m'a marquée, qui n'était pas du tout dans mes attentes. Je me suis un petit peu ennuyée. Voilà, je l'ai lu parce que je voulais le finir, mais encore une fois, je pense que si j'avais déjà pris ma décision de compter mes abandons dans mon chiffre de livres lus, je pense que je l'aurais déjà abandonné depuis longtemps et je ne serais pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, Les Disparus du Pays Imaginaire, pour moi, ça a été un flop. L'avant-dernier, c'est un livre là aussi que je m'attendais à beaucoup apprécier et comme les autres, je me suis franchement ennuyée. Il s'agit de L'Automne sans fin de je ne sais plus qui, encore une fois. Oh la vache, j'ai une mémoire de poisson rouge. L'Automne sans fin, donc, qui a été publié chez les éditions Sabran. Quand on nous parle de divinité en fonction des saisons, moi je fonce. En plus, là on était sur la divinité de l'automne, ma saison préférée, mais je me suis dit, une espèce de romantécie avec le dieu de l'automne, ok, pourquoi pas, vas-y, let's go, on va découvrir un petit peu tout ça. On m'avait dit en plus de ça qu'il y avait les retours qui étaient plutôt mitigés, mais j'avais envie de me faire mon propre avis, j'avais envie d'y aller. Et finalement, j'ai pas apprécié non plus. On est avec le héros de l'automne, donc c'est le plus fidèle serviteur en fait d'un dieu, le héros. Et on est avec cette jeune demoiselle qui sert l'automne parce que ça a été son ambition toute sa vie de laisser sa marque en fait dans l'histoire. Et dans cet univers, le changement de saison en fait, c'est quand un dieu passe le miroir pour rejoindre le monde des humains et donc il y a cette passation, ce changement de saison, j'ai trouvé assez original dans ce côté-là. Et donc pour passer ce miroir, c'est le héros qui doit s'entailler la main et l'ouvrir avec son sang. Une fois que le dieu de l'automne est passé, que le dieu précédent est reparti dans le monde des divinités, il y a le miroir qui se brise et donc condamnant les humains à un automne sans fin. Et je me disais, on va avoir une enquête là. C'est sûr, on va avoir quelque chose. Pourquoi le miroir s'est brisé? Tout le monde accuse le héros de l'automne, mais pourtant on sait très bien que c'est pas elle. Donc il y a un complot, il y a quelque chose qui s'est fomenté pour pouvoir l'accuser elle, pour pouvoir garder prisonnier le dieu de l'automne dans l'univers des humains. Et donc je m'attendais vraiment à une enquête, je m'attendais à quelque chose de palpitant, surtout que je me suis dit, le dieu de l'automne, plus il passe du temps dans le monde des humains, plus il devient lui-même mortel avec des émotions humaines. Donc on va avoir une romance entre les deux qui va être super sympathique. Il n'y a rien de tout ça. Mais rien. Je me suis complètement fourvoyée, il n'a absolument rien de tout ça. La romance avec le dieu de l'automne pop à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Elle est venue de nulle part, il y a une romance de l'autre côté qui s'est popée là aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui est plus une romance charnelle que vraiment une romance avec des sentiments. Et notre jeune héros de l'automne, en fait, elle m'a fait ni chaud ni froid. Alors après, quand j'ai discuté de mon avis, il y a une abonnée qui m'a dit mais en effet, moi je l'ai plus vu comme un livre traitant de la dépression et qui était plutôt bien manié dans ce côté-là. Et je dois avouer que oui, pour un livre qui parle de la dépression, j'ai trouvé que c'était très bien amené avec le personnage justement du héros de l'automne. C'était quelque chose d'assez intéressant et si vous le prenez dans ce sens-là, je pense que vous allez beaucoup apprécier ce roman. Sinon, je pense que vous allez être franchement déçus là aussi parce que pour moi, il n'y avait rien qui se passait. L'enquête est inexistante, il ne se passe rien du tout. Elle ne cherche pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de révélations. Les révélations à la fin, ok, on les a. C'est ce qui d'ailleurs m'a fait tenir jusqu'au bout parce que je voulais savoir quand même qui avait fomenté tout ça. Et en arrivant aux conclusions, je me rends compte que rien ne nous a été amené dans ce sens et même le fait de nous amener à cette conclusion-là a été balayé en l'espace de peut-être un chapitre. Donc là aussi, ça n'a pas été trop développé sur les motivations. Pourtant, ça aurait pu être sympa. Mais là encore, je trouve que ça a été assez expéditif dans l'ensemble. On s'est attardé sur des choses qui, pour moi, étaient insignifiantes. Mais encore une fois, c'est mon propre avis. Donc voilà, un gros flop quand même. Parce que je voulais vraiment, vraiment aimer ce roman. Mais ça l'a pas du tout fait. Et on arrive donc avec mon tout dernier flop de l'année 2024. Ça a été
un livre qui a fait le buzz sur les réseaux, sur les gens même, parce que ça a été une excellente lecture pour certains, même des coups de cœur pour d'autres. Je sais que mon amie Émilie de la bibliothèque d'Emilia a aimé le tome 1, donc je me suis dit let's go, on va y aller, on va tenter. Et c'est là le côté où je vous dis, des fois, il y a des choses qui font le buzz et t'as envie de dire, est-ce que vous êtes sûr qu'on a lu le même livre? Il s'agit de Light Lark, tome 1, mais en fait je vais mettre le tome 2 avec ça parce que j'ai lu les 2 tomes au cours de l'année et les 2 tomes ça a été un flop. Le premier, je me suis dit, bon, ok, il s'est passé certaines choses, c'est pas grave, tu n'attendais peut-être pas à ça, laisse ta chance, t'as le deuxième dans ta pile à lire, lis le second quand même. Mais le deuxième, ça a été exactement la même chose en fait. Nous sommes dans un univers où il y a le centennal qui se déroule tous les 100 ans, donc on a plusieurs clans, on va dire, plusieurs peuples qui sont chacun touchés par une malédiction, et ça j'ai beaucoup aimé le principe. Après il y a des malédictions qui sont plus problématiques que d'autres, voilà, c'est la faute à pas de chance. Mais donc on va voir cette jeune reine des sauvages qui prend part au centennal, donc une compétition soi-disant mortelle pour essayer de briser cette malédiction. Mais alors la compétition mortelle, je ne sais pas trop où ils l'ont vue, parce que le but c'est que tous unissent leurs forces pour essayer de comprendre la malédiction, la prophétie qui a été établie des années auparavant pour briser donc ce maléfice. C'est là où je me suis dit, Aurélie, t'avais des attentes pour le tome 1, ça n'a pas été ça, bon, donne sa chance au tome 2, ça peut être un petit peu différent. Mais là aussi, le tome 2, je me suis franchement ennuyée, on avait beaucoup de flashbacks qui revenaient sur une romance, et je trouvais ça un petit peu dommage finalement parce que on parle de triangle amoureux, c'est pas vraiment un triangle amoureux selon moi. Vous avez 2 romances, c'est vrai, mais il y en a une qui est beaucoup plus développée que les autres, et je sais pas, j'ai trouvé que l'autrice s'attardait beaucoup trop sur la tenue et sur les tenues dénudées en fait de notre jeune reine, nous dire à quel point elle était super bien foutue, etc. plutôt que s'intéresser à d'autres choses. Là aussi, j'exagère un petit peu, mais très légèrement en fait sur cette partie-là, parce que je trouvais qu'on s'intéressait beaucoup trop aux descriptions des personnages, à ce côté romancé aussi, au détriment des choses qu'il y avait à côté, et j'ai pas du tout apprécié le personnage principal. Je sais pas d'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous n'aimez pas un personnage principal, est-ce que vous pouvez quand même apprécier votre roman, votre lecture pour le world building, pour l'intrigue, etc. C'est une question que je me pose vraiment parce que moi j'y arrive pas. Personnellement, quand je matche pas avec le personnage principal, et ben même si le livre est hyper bien écrit, il est super intéressant, bah ça le fait pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, c'est une question que je vous pose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, le fait que ce livre-là, au niveau de l'univers, qui était pourtant assez intéressant, je l'ai trouvé assez original, ça aurait pu donner matière à quelque chose de super attrayant pour ma part en tout cas. C'est le personnage principal, j'ai pas matché, on s'attardait beaucoup trop sur ses formes, ses tenues, sur la relation qu'elle avait soit avec l'un, soit avec l'autre. Et dans le premier tome, surtout ce qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on a des épreuves et la mission derrière qu'elle va vouloir mener en fait notre héroïne, et ben en fait on fait des allers-retours sans avancement en fait. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'avancée dans cette intrigue-là, il n'y a pas d'étape qu'on franchit au fur et à mesure, c'est juste oh voilà, ah c'est pas là, bon bah va ailleurs, ah c'est pas là, ah bon bah va ailleurs. Donc voilà, c'était pas très intéressant à ce niveau-là, je ne comprends pas moi personnellement le buzz qu'a fait ce livre, la hype qu'il y a eu autour de ce livre, parce que moi je ne suis pas du coup emballée par ces lectures et je n'ai pas ressenti cette hype justement, ce côté addictif. Donc comme quoi vraiment c'est propre à chacun et c'est ça encore une fois qui fait la beauté de la littérature, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et que les goûts sont très subjectifs aussi. Donc je respecte tout à fait les gens qui ont aimé ces lectures, mais ça n'a pas été mon cas pour le... Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, même si on parle d'avis plutôt négatifs sur ces livres-là. Moi j'aime bien regarder les tops autant que les flops, parce que dans les flops des fois je trouve des romans que moi j'ai aimés. Des fois je rigole à côté en disant non mais c'est pas possible, on n'a pas lu le même livre, et ça me fait rire justement parce que je me place des fois de l'autre côté en disant bah moi j'ai aimé un livre et il y a quelqu'un en face de moi qui me dit on n'a pas lu le même livre, c'est pas possible. Donc j'aime bien regarder des flops comme ça pour voir finalement pour un même livre comment le ressenti est différent. Je trouve ça super intéressant pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'emoji de feu, voilà, si jamais ça vous tente pour cette vidéo. Et moi en attendant la prochaine, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.